Parlant d'implémentation, là, je vais me tourner vers Abdou Diop, qui est managing partner de Mazars, qui est un cabinet international d'audit et de conseil. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, on remarque qu'il y a un déphasage entre les conseils et ce que demandent finalement les populations, notamment en Afrique, en ce qui concerne les réformes et leurs besoins, ce dont on parlait à l'instant, Abdou Diop. En fait, le sujet, ça rejoint tout ce que Bachir et M. Keïta viennent de dire, c'est que aujourd'hui, cette question de continuité est essentielle. Chaque phase a ses propres besoins et ses propres transformations qui sont nécessaires pour avancer. Il y a eu, quand on regarde l'histoire du Sénégal de ces dernières années, il y a eu le président Wade qui a fait un certain nombre de projets, qui s'est lancé dans une vision. Exact. Macky Sall est venu apporter une vision complémentaire, le plan Sénégal émergent, oui. qui a construit sur les projets Oui. et qui était très poussé sur le développement des infrastructures. C'est cela. Et qui était très important à ce moment-là. Quand vous posez la question, quelles sont les grandes ruptures par rapport à avant? Donc, ce qui est particulier dans la construction des infrastructures, c'est que dans nos pays, souvent, lorsqu'on se lance dans des plans de construction d'infrastructures, on a une croissance qui est extravertie, assez exportée. Elle est l'idée par le secteur public qui investit lourdement, sauf que tout ce qui est généré par cette croissance va à l'étranger, parce qu'on ne produit pas de machines, on ne produit pas de... on n'a pas la technologie, donc les grands projets d'infrastructure sont réalisés par des sociétés étrangères, financés par des bailleurs de fonds étrangers. Et finalement, qu'est-ce qui reste dans le pays? Un peu d'argent du projet qui est destiné à financer de la main-d'œuvre. Donc cette croissance exportée, naturellement, permet d'avoir des infrastructures, mais n'améliore pas le quotidien en termes de niveau de vie et pouvoir d'achat des populations. Exact. Bien-être aussi. Et bien-être. Maintenant, une fois qu'on a mis en place les infrastructures, il est important de passer à l'autre étape, qui est de voir comment générer des emplois durables, verser des revenus et permettre à tous ces individus de pouvoir en vivre. Et c'est là où le plan 2050 vient en proposant une transformation industrielle locale qui permet de renforcer la valeur ajoutée, donc de distribuer plus de revenus localement, prévoir aussi de créer plus d'emplois. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que managing partner d'un cabinet de conseil international, que cela correspond aux besoins? Ça correspond clairement aux besoins. Quand on dit on investit dans la transformation locale, augmentation de valeur ajoutée, quand on dit aussi qu'on met du local content pour permettre au secteur privé local de se développer, quand on dit on passe, parce qu'aujourd'hui dans le plan Sénégal 2050, on veut passer d'une situation un peu similaire au Maroc où l'État fait l'essentiel des investissements les années précédentes vers une situation où aujourd'hui la nouvelle charte d'investissement au Maroc veut pousser à ce que 2/3 soient faites par le privé et 1/3 par le public. Au Sénégal, on parle de 70%. Il y a une volonté justement d'avoir du secteur privé qui puisse investir, qui puisse permettre de générer des ressources à développer sur place. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le grand enjeu, quand vous parlez d'implémentation, ça rejoint ce que disait Bachir. Est-ce qu'il y a un problème d'implémentation ou là il y a un problème d'orientation pour l'implémentation qui est généralement conseillé par des cabinets? Il y a un problème surtout d'implémentation. Souvent, on le voit, dans beaucoup de pays africains, il y a de très beaux plans de développement, de très bons plans stratégiques, mais il faut qu'il y ait une cohérence et une convergence des politiques publiques pour pouvoir avoir une mise en œuvre réelle. Donc quand je dis cohérence, convergence des politiques publiques, il faut que les politiques publiques en place permettent tous d'aller vers le même objectif et surtout qu'on ait les individus à même de les réaliser. Et souvent dans la sphère publique, c'est là où le bas blesse. Parce que les cabinets peuvent accompagner pour faire le design, mais après au quotidien, on a des acteurs publics qui sont en train d'implémenter. C'est le capital humain, ouais. Et c'est là où le capital humain est essentiel. Et c'est là où je rejoins beaucoup
ce que disait Bachir. Quand on compare comment au Maroc, sur toute la chaîne de valeur, on a quand même des compétences d'un certain niveau qui permettent d'implémenter des politiques publiques, même si on veut que ça aille plus vite, mais on avance sur beaucoup de sujets. On a réalisé de très belles choses. Aujourd'hui, au Sénégal, il faut qu'on capitalise pour aller chercher les ressources humaines là où elles sont et qu'on passe d'un mode de fonctionnement où le secteur public était vraiment le réceptacle de toute la rétribution de victoires politiques et de clans politiques vers un secteur public qui est le réceptacle de compétences réelles où on peut avancer. Aujourd'hui, les gens sont surpris quand je dis qu'au Maroc, là où il y a le plus de polytechniciens, ce n'est pas dans le secteur privé, mais c'est plus entre le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères. Exact. Là où il y a le plus de pontistes, c'est au ministère de l'Équipement et des Transports et à l'Intérieur. Les gens sont surpris, mais c'est la réalité. Et au ministère des Finances. Parce qu'on a doté le secteur public des gens. Et parce que c'est essentiel. C'est eux qui mettent en place les politiques publiques. C'est eux qui implémentent. Et c'est là où il est important que les autorités actuelles intègrent cette dimension. Pour dire, il ne s'agit pas uniquement d'avoir des vœux, de dessiner de bons plans. Il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et je vais finir sur la question de souveraineté pour rejoindre ce que disait Bachir. Et il était important parce que le message se transforme pour dire souveraineté ne veut pas dire ne pas accepter l'investissement direct étranger. Ou isolement, enfin. Aujourd'hui, entre guillemets, le Maroc a une souveraineté industrielle réelle sur différents secteurs, mais on l'a construite grâce à la technologie venant du secteur. Si on n'avait pas attiré Renault, on n'aurait pas ce qu'on a réussi dans l'automobile. Si on n'avait pas au début attiré Safran et Boeing, on n'aurait pas ce qu'on a développé dans le secteur de l'industrie aéronautique. Si, il y a une trentaine d'années, on n'avait pas attiré les grands acteurs de l'industrie pharmaceutique mondiale, on ne serait pas aujourd'hui en train d'investir dans la pharmacie au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, par des pharmaceutiques marocains. Donc là, il est essentiel, et je l'ai senti dans le discours du président Bassirou Diomaye Faye, qu'il y a eu une bonne évolution dans sa notion de souveraineté, parce qu'il l'a une évolution depuis répété. sa en élection à maintenant. Enfin, oui, depuis, en tout cas, le message qui était porté à l'époque où ils étaient dans l'opposition, et comment aujourd'hui ils parlent de la souveraineté, où ils insistent pour dire souveraineté ne veut pas dire qu'on refuse l'investissement direct étranger, mais il faut que les pays soient assez préparés pour que, d'abord, l'investissement se fasse dans ce qu'ils veulent, eux, développer. Exact. Pas qu'on nous impose des investissements dans des secteurs qui ne sont pas nos priorités. Et deuxièmement, que l'État puisse accompagner cela pour savoir ce qu'on veut. Quand on a attiré Renault, on savait exactement où on voulait aller. Donc on leur a proposé quelque chose avec des conditions. Et on y est aujourd'hui. Donc c'est ça, en fait, tout le travail qui est essentiel pour pouvoir transformer tout cela et l'implémenter. Mais sans ressources humaines, ce n'est pas possible.